Le transhumanisme, une idée qui fait peur ou une vraie philosophie humaniste qui pose la question « Pourra-t-on bientôt contrer le vieillissement grâce à la technologie ?» Vous êtes avec Laure Zenacker dans le podcast Rock Santé, le podcast du bien vieillir. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le porte-parole francophone du transhumanisme, Didier Kernel. Didier Kernel est vice-président de l'AFT Technoprog, l'association française transhumanisme. Il est également le co-président de Health, Healthy Life Extension Society. Il est aussi l'auteur d'une lettre d'information La mort de la mort et de 2 livres. Et si on arrêtait de vieillir en 2013, Technoprog, le transhumanisme au service du progrès social en 2016. Soyons curieux, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Didier Kernel, merci d'être avec nous pour ce podcast. Bonjour. Alors la première question, on va entamer tout de suite, c'est pourquoi vieillit-on ? Voilà une vaste question. Pourquoi est-ce que lors des mécanismes d'évolution qui durent depuis près de 4 milliards d'années, il y a eu ce phénomène pour quasiment tous les animaux et pour beaucoup d'espèces végétales qui fait que même dans des situations totalement idéales, le simple écoulement du temps fait que le corps se dégrade et puis que nous finissons par mourir. Eh bien, c'est probablement un mécanisme de sélection naturelle qui fait que lorsque les espèces deviennent, plutôt lorsque à l'intérieur d'une espèce, les différents êtres vivants deviennent trop semblables les uns avec les autres, donc il n'y a pas suffisamment de diversité génétique. À ce moment-là, ces espèces vivantes-là sont éliminées par la sélection naturelle quand il y a un événement qui change, qui bouleverse les choses. Ceci étant, cette explication, c'est aussi l'explication de la vie sexuée. Donc, c'est aussi parce que la diversité est une bonne chose dans la nature et pour les mécanismes d'évolution qu'il y a évolution sexuée. Mais l'évolution sexuée, c'est pas universel dans la nature, même pour les animaux. Il y a pas mal d'animaux qui peuvent se reproduire de manière non sexuée. Donc, le fait que quasiment tous les animaux, et peut-être même tous les animaux, vieillissent, c'est en partie un mystère encore aujourd'hui. Et ce qu'est le phénomène de vieillissement lui-même, ce qui se passe exactement, c'est également un mystère. Par contre, nous sommes certains que, même dans des situations parfaites, les animaux ne vivent qu'une certaine durée, et cette durée est fixée génétiquement de manière très différente d'un animal à un autre. La souris vivant 3 à 4 ans maximum, l'être humain 120 ans maximum. Donc la mort est programmée en quelque sorte. Donc la mort par vieillissement, si nous échappons aux autres sources de mortalité, est programmée, et on va dire programmée vraiment fortement dans notre patrimoine génétique, et c'est pour ça que c'est un des obstacles les plus complexes à vaincre dans les recherches médicales. Vous dites dans l'une de vos conférences que l'homme qui vivra 1000 ans est déjà né. Ces 120 ans de subsistance de l'être humain, en fait, peuvent être prolongés, si je comprends bien. Donc, ce que je dis exactement dans une conférence, et ce que d'autres disent, dont Aubrey de Grey, qui est le biogérontologue le plus connu, c'est que peut-être que l'être vivant qui vivra 1000 ans est déjà né. Pourquoi ? Parce que les progrès de la médecine peuvent être extrêmement rapides, et que pour une personne qui aurait aujourd'hui 20 ou 30 ans, bien avant qu'il atteigne l'âge maximum de 70, 80, 90 ans, il y a beaucoup de temps disponible pour de la recherche. Et nous gagnons aujourd'hui dans un pays comme la France, la Belgique ou l'Allemagne, dans des pays comme cela, 1, 2, 3 mois parfois d'espérance de vie chaque année, même si ça tend à diminuer un petit peu. Et donc, un jour, peut-être, nous arriverons à gagner non plus 3 mois, mais 1 an d'espérance de vie chaque année, et atteindre à ce moment-là ce qu'on appelle la vitesse d'échappement
de la longévité, donc ne plus mourir de maladies liées au vieillissement. Mais ça ne sera pas simple, cela réclame des recherches longues et probablement coûteuses, donc ça n'est pas que l'homme qui vivra 1000 ans est déjà né, c'est l'homme qui vivra 1000 ans est peut-être déjà né, et ça dépend de ce que nous faisons notamment. Et donc le transhumanisme, ce serait une solution pour faire durer en quelque sorte la vie et lutter contre le vieillissement. Alors le transhumanisme, c'est bien des choses, et donc c'est plutôt on va dire, c'est un courant de pensée qui prône notamment de faire des recherches dans le domaine médical pour une vie beaucoup plus longue, en bonne santé, voire un jour sans limitation de durée. Il y a également d'autres aspects au transhumanisme, des aspects, on va dire, d'amélioration de l'humain que nous n'allons pas aborder aujourd'hui. Et toutes les personnes qui s'intéressent à la longévité, qui investissent dans la longévité, ne sont pas des transhumanistes. Par contre, on peut dire que tout, ou quasiment tous les transhumanistes, sont utilisons le terme immortaliste, ou plus encore, utilisons le terme favorable à la mortalité. Amortalité avec un A privatif serait le fait non pas de devenir, qu'il soit impossible de mourir, mais de permettre une vie sans vieillissement, sans mécanisme de sénescence. D'accord, donc mourir d'une part, oui, mais sans vieillir. La possibilité de mourir si on renonce aux thérapies contre le vieillissement, ou bien simplement, il y a aussi les autres choses qui peuvent provoquer la mort, un accident, une maladie non due au vieillissement, des choses comme cela. Donc en fait, le vieillissement, là, on l'observe plutôt d'une façon interne, c'est-à-dire tout ce qui est maladie, tout ce qui est dégradation des cellules, etc. Et moins tout ce qui est vieillissement, chirurgie, donc amélioration de l'apparence. C'est plutôt un concept de médecine. Oui, donc le vieillissement a, et, comme vous le dites, un effet sur l'apparence physique, mais le vieillissement, c'est d'abord à l'intérieur de notre corps la dégradation progressive de l'ensemble de nos organes, et à commencer malheureusement par le système nerveux, par l'organe le plus extraordinaire de notre corps et même de l'univers, qui est donc notre système neurologique. Eh bien, aujourd'hui, une partie très importante des personnes âgées, et la majorité même des personnes très âgées, souffrent de maladies neurodégénératives, et pour cela, nous progressons fort peu pour la lutte contre ces maladies neurodégénératives, particulièrement la maladie d'Alzheimer. D'accord, donc en fait c'est un petit peu le grand problème de la vieillesse, c'est ce que j'ai lu aussi dans l'un de vos articles, je crois, où finalement tout ce qui est cancer, on arrive à le guérir, plutôt lié aux organes. Donc effectivement, donc les maladies cardiovasculaires, ça diminue vraiment très rapidement, d'à peu près 50% les 30 dernières années à âge égal dans un pays comme la France. Les cancers, on ne va pas dire qu'on guérit déjà maintenant tous les cancers, mais la mortalité diminue aussi, toujours à âge égal d'à peu près 1% par an. Par contre, les maladies cardiovasculaires, par contre, les maladies neurodégénératives, là, il y a extrêmement peu de progrès. Et donc, si on regarde les personnes qui ont 100 ans et plus aujourd'hui, quasiment toutes, elles ont des maladies neurodégénératives. Oui, donc c'est vraiment le cerveau en quelque sorte. Qui est le maillon faible aujourd'hui. Et c'est sur ça que se concentre la médecine aujourd'hui? Alors, il y a en Europe des recherches qui sont faites et des études vraiment fortes qui sont faites pour les questions liées aux maladies neurodégénératives, mais ce qui manque, en tout cas dans les organismes publics, c'est la conception, la vision, le changement de paradigme pour se rendre compte que aujourd'hui, l'immense majorité des décès, plus de 90% des décès dans l'Union européenne, sont dus au mécanisme de vieillissement, et que donc il faut s'attaquer à ce mécanisme de vieillissement, essayer de le comprendre et surtout essayer de pouvoir le réduire. Donc pour le moment, la majorité des chercheurs et la majorité des financements publics s'attaquent seulement à, on va dire, une petite partie du problème, ou s'attaquent seulement à un aspect du problème sans le voir de manière globale.
Et justement, selon vous, à quoi est due ces maladies neurodégénératives? Est-ce qu'on pourrait les améliorer grâce au transhumanisme? Enfin, transhumanisme, par exemple, aux nanorobots, au séquençage ADN, aux implants? Donc, il y a beaucoup de pistes en matière de thérapie. Il y a les thérapies géniques notamment, il y a effectivement les nanotechnologies, il y a les recherches qui sont faites dans le domaine de certains produits. Chaque fois, il s'agit soit d'interrompre, soit de tenter de ralentir le vieillissement. Ceci étant dit, pour le moment, dans ce qui est actuellement déjà découvert ou dans ce qui est en cours d'être découvert, nous n'y sommes pas encore. Donc, nous sommes encore très loin de l'objectif. Il n'y a pas aujourd'hui ni de pilule, ni de thérapie efficace pour ralentir considérablement le vieillissement. Et il n'y a même pas encore de choses qui sont même disponibles pour l'animal. D'accord, donc c'est un petit peu encore, en quelque sorte, de la science-fiction, pas tout à fait, puisque la médecine fait encore de grandes avancées. Je pense que vous le dites bien, c'est encore de la science-fiction de pouvoir arrêter le vieillissement, mais la médecine fait de grands progrès pour ralentir et comment dire, et par rapport à pas mal d'affections qui nous touchent. Mais pour le vieillissement, c'est là qu'on fait le moins de progrès, et particulièrement pour les maladies neurodégénératives. Quoi puis-je m'attendre dans le futur? Par exemple, j'ai entendu dire que les télomères seraient responsables du vieillissement prématuré, donc la longueur des télomères, qu'on pourrait agir sur l'ADN. Est-ce que ce serait des pistes à observer ou à suivre pour ralentir le vieillissement? Oui, alors c'est deux choses. En ce qui concerne la longueur des télomères, il y a un certain nombre de personnes qui pensent que effectivement, on va dire allonger les télomères, ce qui peut se faire de différentes manières, serait une avancée forte contre le vieillissement. Je fais partie des gens qui ne sont pas très optimistes dans ce domaine-là. En fait, la question qui se pose, c'est est-ce que les télomères qui se raccourcissent, c'est une cause ou plutôt une conséquence du vieillissement? Moi, je suis dans ceux qui pensent que c'est plutôt une conséquence. Alors, par contre, en ce qui concerne les thérapies géniques, là, il y a des espoirs considérables. Je voudrais d'abord mettre l'accent sur le fait que c'est vraiment notre patrimoine génétique qui détermine la durée maximale de vie. Par exemple, il y a des espèces de caméléons qui sont très proches génétiquement, mais avec quelques petites différences, la durée de vie maximale peut aller de quelques mois pour certaines espèces à des années pour d'autres espèces. Donc les thérapies géniques pourraient, agissant sur le patrimoine génétique, pourraient un jour nous permettre vraiment une vie en bonne santé beaucoup plus longue. Ceci étant, pour le moment, en ce qui concerne l'être humain, nous connaissons relativement peu de gènes liés fortement au vieillissement. Ici, dans ce que je vous décris, comme dans d'autres choses que je décris, une fois encore, ce sont des aspects complexes et qui réclameront de fortes recherches. D'accord, donc des recherches, selon vous, qui seraient utiles pour le futur. Oui, qui seraient extrêmement utiles. Donc nous avons vaincu aujourd'hui presque toutes les maladies qui ne sont pas liées au vieillissement, et donc nous devrions et nous pouvons nous attaquer à celles qui sont liées au vieillissement. Est-ce qu'il y a des animaux qui sont immortels? Probablement pas. Donc on cite relativement souvent comme animal entre guillemets donc immortel, donc c'est-à-dire n'ayant pas de mécanisme de vieillissement, une sorte de méduse, la méduse Turritopsis, mais c'est un animal extrêmement spécifique qui a une sorte de cycle de vie, et lorsque, pour faire simple, il redevient au début de sa vie, donc il repasse au stade polype, à ce moment-là, il peut repartir pour un tour, disons. Mais ça, c'est un animal qui ressemble extrêmement peu à des vertébrés. Il y a également des coraux qui peuvent vivre extrêmement longtemps, mais là aussi, ce sont des animaux qui n'ont pas ou presque pas de système nerveux. Si on prend
les vertébrés, donc les animaux plus proches de nous, il est à peu près certain qu'aucun ne dépasse l'âge de 200 ans, sauf peut-être une espèce de requin qui est le requin du Groenland, qui lui apparemment peut vivre 4 ou 5 siècles. Mais bon, il y a des espèces de vertébrés qui peuvent vivre, comme les fameuses tortues des Galapagos, ou bien comme la baleine bleue, qui peuvent vivre nettement plus longtemps que l'être humain, mais pas sans limitation de durée. Donc jusqu'à 2 siècles, il y a plusieurs espèces animales, plusieurs espèces de vertébrés qui peuvent y arriver. Jusqu'à 4 ou 5 siècles, il semble qu'il y ait le requin du Groenland. Au-delà, parmi les espèces animales ressemblant un petit peu, proches, relativement proches de l'être humain, rien. Donc c'est vraiment patrimoine génétique, comme vous le disiez tout à l'heure. Oui. Avec l'homme est finalement limité dans son patrimoine génétique, et même si on arrive à prolonger sa vie et ralentir son vieillissement, il sera quand même condamné à passer de l'autre côté ou à mourir. Attention, donc pour le moment, ça ne veut pas dire qu'on n'y arrivera pas après-demain, mais ce sera complexe. Et si on arrivait après-demain à modifier, à faire une thérapie génique qui nous assure, par exemple, de pouvoir vivre pendant 2 siècles, eh bien on aurait 1 siècle pour passer à l'étape suivante. Et qu'est-ce que la thérapie génique, ou en quoi elle consiste ? Donc il y a plusieurs aspects. Donc il y a thérapie génique pour transformer des cellules qui sont déjà aujourd'hui dans notre corps, et donc on adapte et qu'on peut, on va dire, réinjecter dans notre corps. Et puis alors il y a également la piste, mais qui est, on va dire, controversée et qui peut poser pour certains des problèmes éthiques, qui est de transformer le patrimoine génétique pour les générations futures. Donc vous avez probablement entendu la question des jumeaux chinois qui sont modifiés génétiquement, mais donc ça c'est pour un futur relativement lointain. Oui, donc au final, il y a des problèmes aussi d'éthique qui peuvent arriver par rapport... Il y aurait des problèmes d'éthique, ou en tout cas il y aurait des questions à se poser si on pouvait modifier le patrimoine génétique pour les générations futures. Ceci dit, ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est les centaines de millions de femmes et d'hommes qui se dégradent petit à petit par le vieillissement d'aujourd'hui. Et là, une des pistes, c'est la thérapie génique. Donc, c'est modifier des cellules que nous avons déjà dans notre corps pour nous permettre une vie plus longue en bonne santé. Et il y a des thérapies géniques qui existent déjà, mais c'est par rapport à des affections non liées au vieillissement. Tout ce qui est thérapie génique, au final, sont plus ou moins déjà utilisées, et ce côté éthique, c'est jusqu'à quand on exagère un petit peu avec le procédé, un petit peu comme le clonage. Donc les thérapies géniques, lorsqu'elles ne touchent pas aux cellules reproductrices, là, il n'y a pas de difficulté particulière. Lorsqu'elles touchent aux cellules reproductrices et lorsqu'elles donc modifient les êtres humains à venir, on peut se poser des questions. Ceci dit, si c'était pour modifier les êtres humains futurs pour qu'ils soient en meilleure santé, pour moi, c'est un choix, enfin pour moi et pour les transhumanistes, mais aussi plus largement pour d'autres, c'est un choix qui serait plutôt positif, mais il y a des réticences fortes. Je reviens à ce qui les thérapies géniques qui se font déjà aujourd'hui, c'est sur des cellules qui ne sont pas les cellules reproductrices, et là, il n'y a pas de grandes questions éthiques, et en tout cas, on va dire la majorité des scientifiques ne s'opposent pas à cela. Oui, donc le surhomme de demain immortel, finalement, est modifié génétiquement. Ça ne fait pas partie de la philosophie transhumaniste, pas directement. Il y a probablement un certain nombre de gens qui vous diront que oui, mais pour des gens comme moi et pour la majorité des gens qui s'intéressent, ce qui est important, c'est les femmes et les hommes qui vivent aujourd'hui, comment leur permettre une vie beaucoup plus longue en bonne santé, et ça ne passe pas par créer des êtres demain, ça passe par des progrès médicaux qui sont des progrès médicaux forts, et qui permettrait à ces gens de vivre mieux. Et j'insiste sur pour ceux qui le souhaitent, parce que évidemment il peut y avoir des gens qui considèrent qu'il n'est pas souhaitable d'avoir ces thérapies pour eux-mêmes. Vous aviez dit que rien n'existe déjà. Est-ce qu'il y a à attendre, un des progrès pour les 10 ans à venir,
Par exemple, je sais que Google fait beaucoup de recherches. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Est-ce qu'il y a d'autres découvertes scientifiques qui pourraient arriver assez rapidement? Alors, dans le domaine des recherches portant sur des produits, il y a beaucoup de choses qui se font et donc quand je disais il n'y a que peu de choses disponibles, c'est peu de choses disponibles qui permettent un allongement, on va dire, enfin rien de disponible qui permet un allongement radical de la durée de vie. Maintenant, pas mal de gens qui sont dans ce domaine de recherche prennent de la metformine, qui est un produit qui, probablement, pris en quantité adéquate, permet de vivre un peu plus longtemps en bonne santé. Et donc, les recherches qui se font par pas mal de sociétés, c'est pour aller plus loin dans ce domaine-là. Il y a aussi beaucoup de recherches dans le domaine dit des sénolytiques. Ce sont des produits qui détruisent les cellules de notre corps qui sont des cellules sénescentes, donc des cellules qui devraient normalement être éliminées par notre organisme parce qu'elles sont, on va dire, malades, en mauvaise santé, vieillissantes, mais qui ne le sont pas suffisamment efficacement. Et donc, les produits sénolytiques, dont certains sont déjà en phase de test, visent à éliminer ces cellules et donc à améliorer la santé. Ensuite, ça c'est pour les, on va dire, les recherches et les choses qui sont actuellement déjà en train d'être examinées. Ensuite, vous avez cité Google. Donc, Google a créé une société qui s'appelle Google Calico avec des moyens financiers tout à fait considérables et qui a pour objectif affiché de comprendre les mécanismes du vieillissement et de pouvoir lutter contre les mécanismes de vieillissement. Et donc, mais pour le moment, ils n'ont, encore une fois, pas communiqué de choses qui permettent des avancées considérables. Et c'est quelque chose qui est imaginable, mais à ma connaissance, dans le domaine de la lutte contre le vieillissement, il n'y a pas de société médicale qui travaille réellement là-dessus actuellement. Donc une porte ouverte sur l'imagination. Une porte ouverte sur un futur possible, mais pas tout à fait proche. Oui, et donc à quoi ressemblerait une vie d'immortel? Une vie sans limitation de durée. Quand vous allez voir les récits de science-fiction, souvent ce sont des récits négatifs. C'est peut-être parce que l'espoir est un poison, parce que imaginer un monde vraiment meilleur nous rend le monde actuel plus difficile. Et donc c'est une bonne chose qu'on ait peur de ce futur tant que ça ne ralentit pas les progrès de la médecine. Mais là, maintenant, pour répondre à votre question, sur le fond, donc un monde dans lequel les femmes et les hommes qui le souhaitent pourraient ne plus vieillir serait un monde où la vie serait beaucoup plus précieuse, où nous serions beaucoup plus attentifs les uns par rapport aux autres et où aussi nous serions beaucoup plus attentifs par rapport à l'environnement parce que si nous pouvions vivre beaucoup plus longtemps, nous saurions qu'il faut pour vivre, pour avoir un corps durable, il faut également un environnement durable et nous prendrions plus de précautions pour lutter contre le réchauffement climatique, pour avoir des ressources renouvelables et de manière beaucoup plus large pour avoir tout simplement une planète vivable. Donc nous vivons dans une période de l'histoire de l'humanité dans laquelle nous avons, on va dire, un niveau de vie qui s'est considérablement amélioré, mais en même temps, nous sommes devenus de plus en plus exigeants par rapport à ce monde. Et c'est parfois, je pense que c'est cela qui fait notamment qu'on voit qu'on voit de plus en plus le verre à moitié vide ou à moitié. On voit de plus en plus des aspects négatifs, là où en réalité le monde est meilleur qu'aujourd'hui qu'hier, parce que nous y vivons plus longtemps, avec plus d'abondance, avec plus d'accès à des moyens de communication, avec plus d'accès à des connaissances. Donc au final, ne pas avoir peur de l'évolution du transhumanisme, parce que ce qui doit se passer arrivera, et ce sera toujours un accompagnement finalement de l'homme pour une vie meilleure. Si je puis préciser, donc c'est pas certain ce qui va se passer, ça dépend notamment de nous.
Et il faut réfléchir évidemment aux risques et être prudent, mais il faut aussi réfléchir aux choses qui peuvent s'améliorer parce qu'à force de ne voir que les aspects négatifs, on ne va pas de l'avant là où c'est possible et là où ça pourrait rendre les femmes et les hommes plus heureux, mais aussi plus résilients. Oui, la peur peut vraiment bloquer. C'est ça, alors qu'au final, c'est quelque chose qui est d'assez normal, l'évolution. Lorsqu'on regarde en arrière, ça apparaît comme normal, mais lorsqu'on le regarde vers le futur, ça apparaît comme angoissant. Avez-vous quelque chose à rajouter ? Aujourd'hui, comme chaque jour, il y a dans le monde à peu près 110 000 personnes qui vont mourir de maladies liées au vieillissement. C'est 70% des décès. Si on considère que le droit à la vie est un droit fondamental, y compris pour les personnes âgées, il n'y a pour moi, en ce début du XXIe siècle, pas de question plus importante que comment pouvoir le plus possible permettre à ces femmes et ces hommes une vie meilleure et donc en meilleure santé et donc avec des recherches contre les maladies liées au vieillissement. Eh ben, merci beaucoup en tout cas pour ces jolis mots. Au revoir. Au revoir. C'était Laure Zenacker et Didier Kernel sur Rock Santé, le podcast du bien vieillir. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous sur vos réseaux sociaux ou à en parler. Et évidemment à venir nous écouter pour d'autres experts, d'autres épisodes, d'autres secrets de longévité. À très bientôt.